Ma communication s'intitule « La production des élites, un système verrouillé ». Deux questions traversent cette communication. D'une part, le problème de la production des élites, de l'autre, les limites intrinsèques à ces élites dans leur rapport à la société. Nous vivons dans un système où la génération des élites est actuellement verrouillée. Ce verrouillage a une longue histoire. Souffrons-nous d'un problème de génération d'élites dans le sens de la production de celles-ci? Le problème en question est-il général à tous les aspects de la vie sociale, à la culture, à l'économie, à la politique? C'est une banalité de dire qu'il n'y a pas de changement sans limite qui le mène à bon port. En Europe, il y eut dans le domaine de l'esprit les lumières pour éclairer le chemin du progrès et de la liberté. Il y eut sur le plan social et économique une classe sociale révolutionnaire, la bourgeoisie, qui a mené à terme ce changement et pris les affaires en main dans l'usine comme au niveau de l'État. Au Japon, il y a eu la révolution Meiji, en Chine, le PC chinois, etc. Le changement a toujours nécessité un projet social et un groupe, une élite pour l'entreprendre, ainsi que des changements de fond à la base qui l'ont rendu possible. Qu'en est-il chez nous? Je peux commencer par dire que le progrès n'est pas une fatalité historique. Il y a des sociétés sans avenir. Ce qu'on peut appeler des systèmes à reproduction simple. Ce fut le cas de notre pays pendant les siècles précédents le premier tour. Je dirais aussi d'emblée que les différents champs où interviennent les élites, que ce soit le culturel, le politique ou l'économique, ne sont pas séparables. Dans les faits, ils se conditionnent étroitement. Pour mieux le comprendre, il nous faut remonter plus loin que le XXe siècle. C'est peut-être un type d'historien, mais il permet de prendre du recul et de mieux évaluer les changements. Un système à reproduction simple. Globalement, la société marocaine se présentait comme une formation sociale peu hiérarchisée, constituée de tribus, de quelques villes et d'un pouvoir central. L'économie était de subsistance, les techniques rudimentaires, les échanges faibles, le pouvoir proclamé chérifien se revendiquait d'une légitimité céleste. Là où la vie matérielle ne peut fournir une assise propre à fonder un État, le pouvoir cherche ses racines dans le ciel, avant de réaliser ses actions divines sur le marché des biens. Le maillage du territoire et son unité reposaient sur des pôles religieux qui jouaient un rôle de premier plan tant au niveau politique, économique et social. Ce qui nous importe cependant ici, dans le système en question, c'est qu'il ne recèle aucune possibilité de changement vu sa faible technologie et sa production incapable d'éclater les cadres sociaux en ville comme dans les campagnes. Il n'est donc guère en mesure d'engendrer une élite susceptible de conduire le changement. Le système se répétait dans le cadre d'une reproduction simple, excluant toute hiérarchisation sociale. Culturellement, la religion était la seule réponse efficace dans ce milieu difficile. Les élites dominantes en dehors des grands notables étaient les familles des marchands, les notables ruraux ou des fuqaha siégeant dans les villes ou faisant fonction de relais entre le pouvoir central et les marches du royaume. Face à l'intervention de plus en plus forte des Européens, le pouvoir marocain tenta dans le cadre de ce qu'on appelle pompeusement les réformes d'envoyer quelques individuels vers l'Europe pour une formation, mais la tentative n'eut pas de suite. Le milieu ne s'y prétend guère, contrairement à ce qui se passa au Japon. C'est pour cette raison que je parlerai traitant des possibilités d'émergence d'une élite, d'un système verrouillé de l'intérieur, par sa structure économique et sociale. La notion de progrès et de classe révolutionnaire n'était pas envisageable dans ce cadre. Les choses n'ont commencé à bouger que sous l'impulsion de la pénétration européenne et l'introduction d'économiques subversives dans la propriété privée à plus grande échelle et la liberté d'action économique pour les colons et leurs protégés. Qu'en est-il depuis sur le plan des élites? Le verrouillage est toujours en route de rigueur, mais ses modalités ont changé. Le Maroc a beaucoup changé depuis. Sa société n'a plus grand-chose à voir avec la société tribale ancienne, mais il n'en demeure pas moins que certaines caractéristiques structurelles persistent. Le verrouillage du système social sous l'angle de la formation des élites a été préservé, mais toutefois à une autre échelle, non plus pour des raisons dues à la nature des structures économiques, mais pour des raisons en rapport avec la nature du pouvoir.
Il y a cependant une continuité dans ce verrouillage, qui réside dans le rapport hérité du passé entre l'économique et le politique, dans la nature de l'État et son mode de régulation du tissu social. Si l'émergence des élites n'était pas possible hier, elle l'est virtuellement aujourd'hui, de nos jours, dans tous les domaines économiques, politiques et culturels. Mais il y a une transformation capitale, une sorte de rupture intervenue entre les instances. À la place de la stérilité naturelle interne au système précédent, nous assistons de nos jours à un gel provoqué, autoritaire de la formation des élites, à la canalisation maîtrisée de celles-ci, tant dans les parcours que dans les profils. Élites qui se voient ou aborder, ou formatées, dans ce dernier cas en vue d'un objectif précis, qui est la formation d'une classe de mandarins au service du pouvoir en place. On assiste à une situation où les élites solvables sont le produit d'une véritable castration culturelle, politique et économique. Le pouvoir a mis en place un processus de génération des élites conforme à ses besoins et à ses intérêts. Autrement, la domination du politique transitant par le biais du sacré dont il tire ses forces, antérieurement, la domination du politique transitant par le biais du sacré dont il tire ses forces, permettait la maîtrise de l'économique par la fragilisation de la propriété privée et la maîtrise des relais marchands qui sont autant de postes de contrôle des planifications de l'économique et du social. Une fiction juridique consistant à considérer la terre comme une terre de conquête et relevant de ce fait de la propriété éminente du sultan permettait à ce dernier de s'ériger en maître absolu de l'espace et d'en gérer l'attribution, contrôlant ainsi la promotion sociale et l'émergence des notables. Il était difficile dans ce cadre de voir une lignée durable de propriétaires émerger, dont la stabilité dans la durée pourrait favoriser l'investissement et la formation d'une bourgeoisie. L'élite marzanienne elle-même était décapitée et n'était pas exempte de soupçons et se voyait déshéritée à la mort de chaque agent d'autorité, ce qui en assurait la soumission, l'héritage de l'autorité dépendant de la bonne volonté du sultan et non de l'accumulation du capital. La compétition était ainsi totalement exclue sur le terrain de l'économie. Cependant, si hier le pouvoir politique était en mesure de contrôler une instance économique fragile et sans densité, aujourd'hui les choses ont changé. L'instance économique, dans un milieu théoriquement libéral, est en mesure d'échapper au contrôle autoritaire si elle est laissée à elle-même. Aussi, le pouvoir a adopté une démarche différente pour maintenir le système social verrouillé et hors compétition. Profitant du monopole du pouvoir politique, il a commencé à mettre en place un contrôle de l'espace économique, soit directement par l'appropriation des moyens de production, soit indirectement par l'intermédiaire d'hommes de main faisant partie d'une élite forgée pour le servir. On peut dès lors parler actuellement d'une phase d'accumulation primitive qui bat son plein, où le pouvoir, usant de moyens violents et autoritaires, est en train de légaliser progressivement son hégémonie sur l'économie. Aussi, dans cette perspective, une élite économique indépendante, dont l'embryon existe certes, se voit exclue d'un tel système par la violence politique. Elle n'a pas les moyens suffisants pour asseoir une réussite sans montrer patte blanche et faire allégeance au pouvoir dans le monde des affaires aussi. La maîtrise du politique et donc de l'appareil administratif permet de brider toute bourgeoisie autonome, le champ économique étant balisé par les interdits et les obstacles sans le paraître forcément. On comprend aisément les réticences du pouvoir à confier la gestion des centres de décision à des hommes autres que les siens, même quand les élections le sollicitent. Un tel système exclut toute possibilité d'admission d'une élite politique autonome, tant que le champ économique n'est pas définitivement verrouillé et hors de portée de nouveaux venus, au moins dans ses pôles névralgiques. Le lien dialectique entre le politique et l'économique suppose le verrouillage simultané des deux champs pour en faciliter la maîtrise. Mais le verrouillage est aussi culturel. Ces deux champs ne sont pas les seuls concernés par le verrouillage de la formation des élites. Il en est aussi ainsi d'un troisième, capital, qui est le fournisseur des différents cadres censés garnir les rangs des administrations, du privé et des partis politiques.
Le champ culturel est de prime abord essentiel dans la légitimation d'un pouvoir, en créditant de légitimité sa domination ou bien en la remettant en question. Sa maîtrise est donc capitale pour un pouvoir censé protéger et ménager ses fondations idéologiques. C'est aussi dans le culturel et grâce à lui que se forgent les visions, les idées, les théories avant de devenir des projets politiques. Sa fécondité est étroitement liée à celle de l'éducation scolaire. C'est celle-ci qui en fait un champ prospère, comme il en a produit la preuve après l'indépendance, ou qui en fait un désert, comme il est en train de le devenir de nos jours. La destruction systématique et réfléchie de l'école nationale constitue une des causes majeures de l'affaiblissement, sinon de l'extinction d'une élite nationale soucieuse de changement et en mesure de le penser. Au niveau politique, la faillite provoquée de l'école a rongé de l'intérieur les formations politiques, en les privant d'une élite éduquée et formée à la lutte politique et à la réflexion qui l'accompagne, de renouveler le rang de leurs militants et aussi et surtout de leur direction pour une mise à niveau convenant au changement dans le pays et dans le monde. Cette situation a servi le pouvoir en place qui n'est pas remis en question par les nouvelles élites bridées et démotivées où il puise ses serviteurs et ses hommes. Cet affaiblissement de la formation d'élites qualifiées a privé le pouvoir lui-même d'une intelligentsia efficace à la réflexion stratégique, intégrant non seulement les intérêts immédiats du pouvoir, mais ceux de la nation et de l'État. Ces conséquences négatives sont largement perceptibles dans les formations politiques qui souffrent d'une pauvreté dans l'élaboration des projets novateurs. La rupture avec le discours conservateur n'y est pas réellement consommée. Un tel phénomène est aggravé par les réticences de ces élites quant à leur rapport avec la société. Un décalage entre elles, entre ces représentations et la dynamique sociale est venu s'ajouter aux problèmes liés du verrouillage autoritaire et fausser les stratégies conçues pour amorcer le changement social. Le manque d'ancrage culturel des élites biaise leur stratégie. Les élites se réclamant d'un discours progressiste au Maroc se sont quasiment toutes révélées sans ancrage culturel profond, il faut le reconnaître. Ce constat est essentiel pour l'avenir. De la gauche à l'extrême gauche, cette caractéristique est constante et constitue une des raisons du manque d'enracinement au sein des masses populaires, notamment des paysans pauvres et des ouvriers. Deux exemples en sont une illustration. Le premier est celui du rapport aux religieux. Les élites de gauche ont privilégié ce qu'on peut appeler un mode de communication politique léger dans leur rapport aux masses. Un discours progressiste plus ou moins teinté de lutte de classe était censé consolider à lui seul le lien avec les populations. L'invocation du religieux se limitait à dénoncer l'usage rétrograde et réactionnaire que le pouvoir en fait. Autrement dit, cette instance était perçue comme accessoire et non pas centrale. Cette prééminence convaincue accordée au discours politique sur le culturel s'est révélée peu payante. Tu es mal placé parce que tu es président et intervenant, donc c'est très difficile. Accordée au discours politique sur le culturel s'est révélée peu payante et allait le devenir plus encore par la suite. En fait, dans le cas de la gauche socialisante, le rapport au religieux n'était pas clair, n'était pas abordé, sinon timidement. Pour l'extrême gauche, il était royalement ignoré. L'ignorance et le dédain du religieux dans la société chez l'extrême gauche s'est révélé catastrophique dans les canaux de communication avec la majorité de la population bouchée à ces slogans. Il a été une des causes de sa marginalité et de la faible résonance de son discours. On ne peut pas affirmer que ce soit uniquement les programmes d'éducation dans l'école moderne qui en soient l'origine. Des éléments de cette élite proviennent des écoles traditionnelles, sans que leur présence ait influé considérablement sur la place du religieux et envers le religieux. On peut même penser que, quelle que soit la nature de la formation prodiguée, il y avait, lors de la période consécutive à l'indépendance, une inconscience du rôle déterminant du religieux dans la société marocaine. Le religieux était perçu alors par les acteurs politiques progressistes comme un culte d'une certaine façon neutre dans le champ politique, comme s'il était un facteur dormant à l'époque. Bon, je vais quand même
sauter une page comme ça je respecterai formellement ton autorité. Non, pas de problème. Le deuxième point, le mépris, la méprise sur la société, à côté du religieux. C'est la méconnaissance de la société marocaine par les élites ne se limite pas aux religieux, mais s'étend à la nature de la société elle-même, à ses structures sociales et notamment agraires. À une époque où le monde rural est encore déterminant par son poids économique. L'approche de cette société en termes de lutte de classe ou assimilée, l'incapacité d'en saisir l'importance de la structure segmentaire, le rôle historique de la tribu toujours vivace politiquement, la mentalité d'une paysannerie familiale insaisissable par l'approche en question ont faussé l'intelligence de la logique sociale. Mais plus grave encore est un aspect dont l'impact sur l'action politique et l'élaboration d'un projet social est essentiel, celui des mécanismes de l'évolution sociale, de la dynamique en cours et de ses modalités, des articulations entre les intrusions de la modernité et les structures traditionnelles, articulations qui prennent des formes spécifiques et qui sont très différentes des sociétés occidentales à capitalisme exclusif. Le solo de Paul Pascon, c'est une joie de rappeler mon maître, le solo de Paul Pascon à l'époque attirant l'attention sur la nature composite d'une société était longtemps demeuré sans écho face au staccanovisme de la lutte des classes. À ce titre, il est curieux quand même qu'un parti du pouvoir aujourd'hui prenne soin de s'intituler parti de l'authenticité et de la modernité. Voilà donc des élites soucieuses, sincèrement de progrès, mais incapables d'en saisir pleinement les mécanismes parce qu'ignorant en grande partie des relais sociaux et sourds aux tendances profondes d'une société où la mort ou le mort, comme dit quelque part Henri Troya, saisit le vif. Je vous remercie. شكرا أخي ناجي على هذا العرض الذي احترم فيه الوقت من كثير من الكثافة ومن العمق. سوف ألخص ما قدمه لأنكم استمعتم إلى العرض، وسأنتقل مباشرة لإعطاء الكلمة للأستاذ عبد الغني أبو العز. عبد الغني تعرفونه وسوف مرة أخرى لن أقدمه، ولكن معروف بالدرجة الأولى بالإضافة إلى أوجه والصفات الأخرى أنه من كبار المعجمين واللسانيين في المغرب وفي العالم العربي.